Écoutez, bonjour à tous et à toutes. Il est 11h30, on va débuter dans quelques instants. Tout d'abord, écoutez, je vous remercie d'être présent pour cette neuvième édition de la journée française de l'ingénierie des exigences, et notamment pour cette troisième journée, puisque cette édition a lieu en 3 jours, sur 3 jours. Alors, quelques informations et quelques éléments d'information par rapport à cette troisième journée et puis à l'organisation qu'on met en place. Tout d'abord, on va évidemment remercier nos partenaires, Prestige avec Polarsoft, qui a fait une très belle présentation hier avec un retour d'expérience client. Et puis notre deuxième partenaire, Gold, Arcade Software, qui nous permet de réaliser cette conférence aujourd'hui. Quelques éléments d'information, puisque les organisateurs de cette 9e édition de la GFIE correspondent aux personnes participant, ce qu'on appelle au groupe de travail ingénierie des exigences du CFTL, parce que cette organisation de la GFIE, c'est bien organisé par le CFTL. Alors, quelques informations par rapport à ce groupe de travail, juste pour vous dire que l'idée de ce groupe de travail, c'est évidemment de professionnaliser le métier d'ingénierie des exigences, de faire reconnaître mieux ce métier, au travers notamment de la GFIE, mais d'autres activités et d'autres actions qu'on met en place. Travailler également sur les activités liées notamment au contenu IREM, mais pas que. Vous verrez qu'on est un peu plus large que ça, sur les syllabus et autres. Et puis, on travaille depuis maintenant plus de 2 ans à peu près sur la mise en place d'un modèle de maturité de l'ingénierie des exigences, le pendant de TMMI, mais sur la partie exigence. Pour information, les réunions ont lieu à peu près tous les mois. Alors, une réunion physique, c'est à peu près tous les 3 mois, et des réunions en visio sont réalisées, notamment pour préparer des projets, des activités spécifiques que nous mettons en place. Voici très très succinctement, rapidement les personnes actives aujourd'hui dans le groupe de travail. Et évidemment, vous pouvez nous rejoindre sans aucun souci. Si vous êtes intéressé pour cela, on vous donnera, si vous le voulez, mon email ainsi que l'email de Raphaël Fraisse, avec lequel nous coordonnons ce groupe de travail. Quelques éléments également d'information cette fois-ci pour la journée d'aujourd'hui. Donc, nous avons déjà fait 2 journées de programme de la GFIE, mardi et mercredi. Je vous parlais tout à l'heure de la présentation de Polarsoft hier. Il y a également de WinePoint sur la partie notamment d'exigences de sécurité. Le premier jour était plutôt sur les bases des exigences, les bases conceptuelles de mise en place de ces ingénieries des exigences. Et puis également une présentation rapide des différentes certifications qui existent autour de l'ingénierie des exigences. Aujourd'hui, 2 types de présentations vont nous être présentées. Une autour de l'industrie automobile, en l'occurrence avec Valeo, et puis une deuxième avec Smart Testing, que vous connaissez bien. Alors, je vous donnerai plus précisément ces présentations tout à l'heure, et les titres et les différentes personnes qui vont les réaliser. Dernier point également important, avant de ne pas laisser la parole à nos excellents orateurs, vous avez la possibilité, avec l'onglet questions, vous voyez sur votre application Livestorm, en bas à droite, la possibilité pendant toute la présentation de poser autant de questions que vous voulez. Vous pouvez également, et c'est très important, mettre une valeur, plébisciter si vous préférez, coter si vous préférez, ces questions qui apparaissent, de façon à ce que nous puissions prendre à la suite de la première présentation les questions qui sont les plus plébiscitées, bien évidemment. Et puis, on vous demandera, à l'issue des 2 présentations également, d'évaluer ces présentations, et puis également de répondre à quelques questions. Il n'y a que 4 questions, je vous rassure, notamment pour nous donner une petite idée des thématiques qui pourraient vous intéresser dans le futur pour la GFIE 2023. Voilà. Écoutez, j'espère que cette brève introduction a clarifié les choses. Je vais demander à Christophe et à François-Xavier peut-être de prendre la main. Moi, je vais retirer mon transparent pour l'instant. Je vais le mettre en icône. Hop, et je suis prêt pour la suite. De lancer chez vous le partage de façon à ce que je puisse présenter cette première présentation et les orateurs de celle-ci. Donc, le titre, c'est « Comment optimiser la gestion des exigences provenant de différentes sources, parties prenantes et ou outils d'ingénierie ». Donc, c'est une présentation réalisée par Valeo et elle sera présentée par Christophe Ladiès et François-Xavier Delaunay. Je vous laisse la parole. À tout à l'heure. Merci Alexis. Vous m'entendez? Ok. Je suis François-Xavier Delaunay, je travaille chez Valeo, je suis responsable assurance qualité, système et logiciel.
qui consiste tout simplement à garantir la qualité des systèmes qu'on va livrer pour nos clients automobiles. Donc, je fais partie aussi du groupe d'amélioration des processus qui est piloté par Christophe Ladiez, avec qui je vais faire cette présentation. Voilà. Et dans ce groupe d'amélioration des processus, on a été amené à traiter une problématique d'optimisation de la gestion des exigences, puisque chez nous, chez Valeo, on a des exigences qui viennent de différentes sources, que ce soit du client, des équipes de développement système ou des exigences qui sont développées par le logiciel. Mais aussi, on a beaucoup d'outils d'ingénierie qui doivent communiquer entre eux pour la traçabilité des exigences. Donc, ça fait partie de nos problématiques et de l'optimisation de cette problématique. Tu peux passer au slide suivant. Je vais présenter rapidement. Merci Christophe. Donc, je présente rapidement Valeo. Donc, Valeo est un équipementier automobile français de classe mondiale. On a quatre axes pour la stratégie de Valeo. L'électrification, l'accélération. Valeo est numéro 1 mondial. Hein. Un véhicule sur 3 dans le monde est équipé de solutions Valeo. L'éclairage partout, donc l'éclairage intérieur, extérieur, aussi leader mondial. Et puis les deux parties qui nous concernent plus, Christophe et moi-même, c'est l'automatisation, l'accélération de l'automatisation des véhicules qui nous amène à réinventer l'expérience utilisateur. Quelques chiffres, hein, Valeo, c'est 103 000 employés, c'est une présence mondiale, c'est l'ensemble des clients automobiles dans le monde, y compris les nouveaux venus, hein, Lucid, Tesla, VinFast, et les acteurs de la micro-mobilité. C'est 17 milliards de chiffres d'affaires, c'est un carnet de commandes de 22 milliards, donc une entreprise en forte croissance malgré les différentes secousses qu'on a subies, les pandémies, les crises de composants. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est 10% qui est dédié à l'effort R&D. C'est absolument important et ça témoigne de beaucoup d'innovation. À titre de chiffres, hein, 55% de notre carnet de commandes actuellement est composé de produits qui n'ont jamais été développés auparavant. D'où l'importance dans ce contexte d'une bonne ingénierie des exigences. Tu peux passer au slide suivant. Merci. À titre d'exemple, dans notre ligne de produits, on développe des systèmes de caméras à l'intérieur du véhicule. Donc, à l'heure actuelle, en 2021, 80% de la tâche du conducteur, c'est la conduite, et c'est plutôt une expérience solitaire. Maintenant, de plus en plus, on a des véhicules ADAS niveau 2, donc niveau 2, voire 3. Hein. Niveau 2, c'est sans les mains, niveau 3, c'est sans les yeux. Donc, on peut faire plusieurs choses dans le véhicule, hein, des meetings, on peut utiliser nos caméras pour faire des selfies. On a aussi le RoNCAP qui impose aux constructeurs de mettre des systèmes qui détectent l'hypovigilance du conducteur. En 2031, avec le niveau 3, donc niveau 3 c'est Eyes Off, niveau 4 c'est Mind Off, donc sans la tête, on pourra faire carrément autre chose dans le véhicule. D'où l'importance aussi de déployer une bonne ingénierie des exigences. Le slide d'après, merci. Chez Valeo, donc l'ingénierie des exigences, on va d'abord prioriser les exigences qu'on va développer tout au long du développement du système qu'on va embarquer dans le véhicule. On utilise le modèle de Kano, qui est aussi présenté, enfin qui fait partie aussi des exemples de priorisation dans le modèle IREB. Donc je rappelle rapidement ce que c'est le modèle de Kano. Lorsque vous avez un système avec des fonctionnalités, il y a des choses que vous attendez à voir de manière implicite, c'est du must be. Si ça fonctionne pas, vous êtes vraiment pas content. Typiquement, lorsque vous passez la marche, vous allumez votre véhicule, vous passez la marche arrière, si vous avez 30 secondes pour avoir une image, vous n'êtes pas content. Ensuite, si vous avez une image de l'arrière de votre véhicule, vous êtes content, c'est la fonction attendue. Et en plus, si vous avez les contours du trottoir, votre rayon de braquage qui s'affiche, c'est l'effet waouh, c'est l'effet attractif. Bon, maintenant, les rayons de braquage qui s'affichent, tout ça, ça devient attendu. Et quand on n'a pas une caméra de recul, ça devient vraiment une chose qui est un must-be. Et par contre, avoir une vision surround de son véhicule, c'est le nouvel effet waouh. Donc, chez Valeo, on a les fonctions fondamentales qui sont les must-be. Donc, typiquement, les fonctions qui sont liées avec le hardware, l'infrastructure logicielle, les operating systems, les hyperviseurs, mais aussi tout ce qui est fonction utilisateur, tout ce qui est functional safety ou cybersécurité qui ont un impact sur l'architecture. Donc, toutes ces fonctions seront implémentées en priorité. Ensuite, on a les fonctions established, qui sont les fonctions attendues et attractives. Et ensuite, on a les fonctions advanced.
qui sont plus la maturation des fonctions established, la recherche de la performance, les corner cases sur les différentes fonctions. Slide suivant. Donc, partant des fonctions utilisateurs, partant des fonctions clients, hein, on a à peu près un volume d'exigences qui est entre 3000 et 20 000 exigences pour chaque projet. Donc, on a des fonctions utilisateurs en vert qu'on va décomposer en fonctions principales, en bleu, les main functions, qu'on va ensuite assigner à différents éléments de l'architecture logique du système. J'ai pris un exemple de fonction en bas. Le driver monitoring system doit alerter le conducteur de sa vigilance avec l'échelle de Karolinska, KSS. Donc, on a une image qui est fournie par la caméra Valeo. On a différents éléments système avec des fonctions principales qui font l'acquisition de l'image, ensuite le processing de l'image, ensuite on envoie le résultat de ce niveau KSS sur le réseau véhicule. Et ensuite, il y a un autre calculateur qui est chargé de faire une alerte avec un buzzer, avec une vibration, avec un coup de volant, ça dépend du véhicule. Donc ces fonctions-là, on les raffine complètement. Par contre, d'autres fonctions en orange, qui sont des fonctions de bas niveau, comme par exemple les exigences du client qui sont relatifs à la messagerie du véhicule, les messages qui sont échangés entre différents calculateurs, ça, on n'a pas besoin de les raffiner. Et on va les distribuer directement aux équipes de développement. C'est ce qu'on appelle la distribution des exigences, qui permet d'optimiser cette gestion d'exigences, ce développement des exigences. Donc, Christophe vous en parlera plus par la suite. Slide suivant. Donc, ensuite, Valeo va avoir une approche itérative pour livrer les fonctions principales, fondamentales, FFV, les fonctions Establish, EFV et Advance. Et puis ensuite, on part en produit, c'est le SOP Readiness, le SSSR. Donc, on commence avec un référentiel d'exigence sur REQF, et ensuite, on va développer de manière itérative pour synchroniser les différents métiers système, software, mécatronique et validation système. On a une approche similaire à l'approche SAFe. Et enfin, donc slide suivant, l'autre problématique qu'on a par rapport à la gestion des exigences, c'est que on a beaucoup d'outils chez Valeo qui sont adaptés aux différentes étapes d'ingénierie qu'on a représentées ici sous forme d'un cycle en V. Donc, par exemple, pour l'élucidation des exigences avec le client, on travaille dans Doors. Pour le développement des exigences système, on travaille dans Doors. Le développement des exigences logicielles aussi, on travaille dans Doors. Et là, on modélise notre système complet en notation UML. On utilise le logiciel Rhapsody qui va contenir des exigences, donc ce sera plutôt des exigences solutions. Ensuite, on va faire notre conception, on peut être amené à utiliser des outils comme DaVinci qui sont liés au monde AutoSAR, hein, puisque les architectures logicielles sont conformes au AutoSAR. Et puis on a nos forges classiques. On peut être amené à faire du modèle base design aussi en utilisant les modèles The Mathworks Simulink Stateflow. Et donc la problématique, c'est d'assurer une traçabilité verticale entre toutes les exigences qui sont développées dans ces différents outils. Au même titre, on a toute la pyramide de tests à droite. On a les tests statiques, les tests unitaires, donc ce qu'on appelle les vérifications unitaires, les tests d'intégration, les tests de qualification. Tout ça aussi, ça fait appel à différents outils. Et il va falloir que notre gestion d'exigence puisse interfacer les test cases qui sont dans ces différents outils, les exigences qui sont à gauche. Donc c'est l'autre problématique dont Christophe va développer maintenant la façon dont on travaille chez Valeo. Donc, je te laisse la main, Christophe. Merci beaucoup, François-Xavier. Bonjour à tous. Je me présente brièvement. Je suis Christophe Ladiès. Je travaille avec François-Xavier sur tous les aspects processus et notamment gestion des exigences au sein de la product line de Valeo. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les différentes problématiques que nous avons dans la gestion des exigences et les quelques solutions que l'on a implémentées dans nos projets. Tout d'abord, un petit rappel, c'est quand on parle d'exigences, on parle d'exigences qui sont définies à beaucoup de niveaux d'ingénierie. Donc, à la fois toutes les exigences d'entrée au niveau du projet qui peuvent venir du client, mais également toutes les exigences qui proviennent des différentes normes et de la régulation, toute la partie safety, de sécurité de fonctionnement, et également toutes les contraintes internes et standards internes au sein de l'entreprise. Donc tout ça, c'est les entrées pour nos différents projets.
Et ensuite vient l'aspect, on va dire, développement à tous les niveaux. Donc, tout d'abord au niveau système avec une partie spécification et architecture. Puis vient, généralement, la plus grande partie des exigences est traitée par le logiciel dans les produits actuels. Donc, une grande partie du développement va s'effectuer avec la spécification logicielle et tout l'aspect architecture et design, également au niveau logiciel. Puis vient toute la partie implémentation, pour lequel on doit également assurer la traçabilité. Et comme indiqué par François-Xavier, on a tout l'aspect remontée du cycle en V, avec les tests aussi bien unitaires, d'intégration, validation, au niveau logiciel et au niveau système. Et tout ça est notre référentiel d'exigence que l'on va traiter tout au long du projet, maintenir, également avec des baselines à chaque release. Et tout ce référentiel d'exigence, on doit assurer une traçabilité bidirectionnelle. Un de nos référentiels est norme imposée par la plupart de nos clients. Il s'agit de l'Automotive SPICE, qui implique un certain nombre de règles dans le processus de développement et pour lequel on a des audits réguliers au sein de nos projets, à la fois en interne et par nos clients. Et dans ce référentiel Automotive SPICE, ce qui est demandé, c'est une traçabilité bidirectionnelle entre chacun de ces niveaux. Là, on voit bien sur le graphique qu'on demande une traçabilité entre toutes les exigences en entrée, les exigences clients, stakeholders, puis vers le système, ensuite tout l'aspect logiciel, si bien encore une fois spécification, architecture, design, jusqu'au code source dans les software units. Cette traçabilité est également au niveau des tests, avec un niveau de test attendu pour chacun de ces niveaux d'ingénierie. Donc, la problématique que nous avons eue d'abord, c'est le raffinement à chacun de ces niveaux. Puisque pour répondre à ces besoins, on s'est rendu compte qu'au niveau des projets, une mauvaise pratique qui était effectuée à de nombreuses reprises, c'est une copie des exigences d'un niveau à un autre. Par exemple, on a des exigences au niveau système ou client qui étaient directement recopiées au niveau logiciel, juste pour répondre à ces besoins au niveau de Automotive SPICE. Cette pratique n'a aucune valeur ajoutée et on a voulu trouver une solution pour justement se passer de ce copier-coller non voulu. La solution que nous avons utilisée, c'est la solution de distribution des exigences. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque niveau d'ingénierie, on va se poser la question, est-ce que l'exigence est suffisamment détaillée pour être prise en compte directement au niveau logiciel ou au niveau système? Donc, à chaque exigence, on va se poser la question, est-ce qu'on a besoin de la raffiner? Est-ce que l'exigence est assez détaillée? Notamment les critères. En plus de tous les critères que vous avez pu voir dans les précédentes présentations, avec le critère d'unicité, avec le critère de testabilité des exigences, on se pose la question, est-ce que toutes les interfaces, tous les entrées et sorties utilisées au sein de l'exigence sont correctement définies et compris au niveau du métier pour lequel on veut utiliser l'exigence? Également, le critère sur lequel on va se baser pour savoir si on doit raffiner ou pas, et donc distribuer ou pas cette exigence, c'est par rapport à la décomposition. En fonction de notre stratégie du projet ou de l'entreprise, la plupart du temps, on va découper ces spécifications en termes de fonctionnalités ou en termes de composants logiciels en fonction de la stratégie. Donc, on doit se poser la question si la décomposition est faite au bon niveau. Est-ce que l'exigence est suffisamment raffinée et appliquée à une seule fonction pour pouvoir être conservée telle quelle? Et bien sûr, tout l'aspect analyse des exigences
également toute la partie allocation aux bons composants, allocation à la bonne release logicielle et produits doit être effectuée par les différents métiers. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place la distribution et on l'a mis en place de différentes façons possibles. Une des façons dans lesquelles on a mis en place la distribution, c'est l'utilisation d'un attribut spécifique, notamment l'attribut Refinement Mandatory. Et on voit sur le petit graphique sur la droite, en utilisant cet attribut Refinement Mandatory, par défaut, il a un no, c'est-à-dire qu'on va raffiner obligatoirement l'exigence. Par contre, on s'autorise à mettre la valeur yes, lui, à cet attribut, pour pouvoir directement considérer l'exigence, là dans l'exemple, au niveau logiciel. Donc, cette utilisation d'attributs spécifiques permet d'avoir un pourcentage de distribution. Donc, les bonnes pratiques que l'on s'est imposées, c'est dès que l'on distribue une exigence, on va s'imposer également d'avoir une justification de pourquoi on l'a fait. Bien montrer que l'exigence a été analysée, approuvée par un métier et que la distribution a été faite consciemment en se posant toutes les questions et tous les critères que l'on a vus précédemment. Également, on va vérifier au sein du projet le pourcentage d'exigences distribuées. Si on se rend compte à la fin du projet ou au cours du projet que 80% des exigences sont distribuées, généralement, cela montre qu'il y a potentiellement un problème de raffinement et un problème de détail, que les exigences n'ont pas été suffisamment détaillées au niveau logiciel ou au niveau système. L'autre façon d'utiliser la distribution, dans ce cas-là, on ne va pas utiliser un attribut spécifique, on va utiliser directement le modèle de traçabilité. L'exemple dont François-Xavier vous a parlé précédemment, c'est toute la partie low-level function, donc toutes les fonctionnalités et exigences qui sont plutôt relatifs à l'aspect bas niveau du logiciel et à l'aspect également électronique hardware. Donc, notamment, au sein de notre développement logiciel dans l'environnement automobile, une grande partie des composants au bas niveau sont déjà implémentés au sein d'un standard qui s'appelle AUTOSAR, pour lequel on a toute la partie au niveau du diagnostic, au niveau de la communication sur les différents réseaux, CAN, Ethernet, une partie également sur toute la gestion du réveil et de l'endormissement de l'ECU, qui sont déjà définis par défaut, implémentés par des composants que l'on développe en interne ou même que l'on achète directement. Et tous ces composants sont déjà spécifiés au sein de la norme. C'est pourquoi on s'est donné la règle vu que tout est déjà défini dans une norme annexe, on n'a pas besoin d'avoir un raffinement au niveau système et un détail au niveau de l'architecture système. On se permet d'associer directement les exigences qui viennent du client, qui vont s'appliquer à ces différents éléments bas niveau, dans une spécification logicielle. Donc ça, c'est un exemple de la distribution que l'on s'est autorisée et qui est définie directement au sein du modèle de traçabilité. En sélectionnant le type d'exigence, on s'autorise une distribution de manière implicite. L'avantage, c'est que ça permet une meilleure compréhension du modèle de traçabilité, une facilité au niveau des calculs des métriques. L'inconvénient, c'est que c'est un petit peu plus difficile de gérer les exceptions. On peut très bien se retrouver au niveau des exigences clients, même si ça s'applique à un élément bas niveau, avoir besoin d'un raffinement au niveau système. Dans ce cas-là, il faut gérer ces exceptions et généralement avec un autre attribut. Voilà les deux exemples de distribution que l'on utilise. Et la distribution, elle peut être faite à différents niveaux, donc, et même des niveaux consécutifs. Là, c'est l'exemple que l'on voit un petit peu sur la droite, c'est en très simplifié
les différentes distributions que l'on s'autorise au sein d'un projet, au sein de notre ligne de produits. Donc, on retrouve cet attribut Refinement Mandatory, où le cas où les exigences sont de bas niveau. Mais là, on a également la distribution au niveau de l'architecture, en fonction de l'élément alloué, élément composant logiciel alloué. On va soit raffiner au niveau de l'architecture, soit directement raffiner au niveau du design du composant. Par contre, on s'est donné quelques règles pour ne pas directement utiliser les exigences au niveau component design ou même au niveau logiciel, implémentation, code source. Les règles que l'on s'est données, c'est toute exigence client doit être raffinée à un niveau de spécification. Donc, soit une spécification système, soit une spécification logicielle. Mais on s'interdit de directement allouer une exigence du client directement au niveau de l'architecture ou du component design. Également, on va s'imposer que toutes les exigences logicielles soient raffinées au niveau architecture ou design et non pas directement allouées au code source. On demande un raffinement obligatoirement. Ça, c'est quelques règles que l'on s'est fixées pour éviter une utilisation trop impactante de la distribution. Un petit peu pour la partie distribution, et l'autre problème que nous avons à gérer au sein de notre développement, c'est l'utilisation d'un certain nombre d'outils. Donc on a déjà vu à travers le slide précédent, présenté par François-Xavier, qu'à différents niveaux, on utilise différents outils. Pour rappel très brièvement, pour toute la partie exigence, on utilise principalement DORS, mais on pourrait utiliser du Word, d'autres ALM et d'autres types d'outils. Également, pour toute la partie architecture et design, on utilise bien souvent des outils SysML ou UML. Dans notre cas précis, on utilise plutôt Rhapsody. On pourrait utiliser d'autres outils comme Enterprise Architect, Magic Draw. Également, pour tout l'aspect des composants AutoSAR qui sont déjà prédéfinis, on a des outils qui permettent la configuration. Actuellement, on utilise principalement Vector DaVinci, il y en a d'autres également sur le marché. Et pour toute la partie MBD, on utilise principalement Simulink et Stateflow pour le développement du code source, différents environnements en fonction du projet et de la cible. Et également, au niveau de la remontée du cycle en V, on utilise un grand nombre d'outils, en passant par de VectorCast pour toute la partie test unitaire. Également, précédemment, on utilisait du RTRT ou du TSI. Pour toute la partie static analysis, on utilise Clockwork. Mais il y a également du Polyspace. Pour la partie intégration, on retrouve du VectorCast, mais d'autres environnements comme RoboFramework ou Google Test utilisés dans différents projets. Donc, tous ces outils doivent être intégrés pour gérer les exigences. Donc, comment on réintègre toutes ces exigences et comment on assure la traçabilité des exigences à travers tous ces outils? Il y a différentes solutions. Une des solutions est de réimporter toutes les exigences, y compris les tests, au sein d'un même outil. Donc, une des solutions que l'on pourrait utiliser, c'est de tout réimporter dans notre outil DORS. L'autre solution, c'est d'avoir un ALM, donc un logiciel sur un serveur qui a l'interface avec ces différents outils. Donc, soit des outils comme Polarion, CodeBeamer qui ont une intégration des interfaces OSL SLC qui permet donc une interaction avec d'autres outils qui sont déjà en réseau, ou un environnement déjà fourni par une même entreprise. On peut penser à IBM Jazz qui de base intègre les outils DORS, Rhapsody et TeamConcert. Et finalement, la troisième solution identifiée, et c'est celle que nous utilisons actuellement, c'est utiliser un outil externe qui va récupérer tous les exigences sans avoir à les recopier. Donc, soit en développant tout notre outil en interne avec toutes les interfaces nécessaires, soit en utilisant un outil commercial
Et celui qu'on utilise actuellement, c'est l'outil Dassault Rectify. Donc, je vais vous présenter rapidement ce que l'on utilise dans cet outil, comment on l'utilise. Donc, tout d'abord, on a choisi Rectify parce que de base, il utilise une interface avec un grand nombre d'outils. Donc, tous les outils que l'on a vus précédemment, il a déjà une interface construite et intégrée dedans. Et pour tous les autres, on pourrait également utiliser des fichiers XML ou JSON pour récupérer l'exigence au cas où l'interface avec l'outil donné manquerait. Une des forces de l'outil Rectify, c'est dans une même vue. Donc la vue que l'on voit là, c'est la vue principale de l'outil. En sélectionnant une exigence, on peut voir directement les exigences en amont et généralement c'est l'exigence client ou système et l'exigence en aval, donc notamment toute la partie test case. L'outil propose également d'autres types de vues, comme des vues graphiques ou tableurs, que l'on utilise un petit peu moins. La vue avec ces 3 colonnes est celle que l'on utilise le plus au cours de nos développements. L'autre avantage de Rectify, c'est qu'il intègre une synchronisation entre différents outils de base. Alors, quelques exemples de comment on l'utilise. Par exemple, on utilise la synchronisation avec Rectify pour l'outil IBM Rational Rhapsody, l'outil avec lequel on développe nos modèles UML. Donc, pour développer nos modèles UML, il nous faut également une traçabilité à l'intérieur. Donc, il y a besoin de récupérer toutes les exigences et Rectify nous permet, grâce à un plugin intégré qui s'appelle Add High Level Requirements, de copier et synchroniser toutes les exigences qui proviennent de l'amont, donc principalement dans le cas de Doors, vers l'outil Rational Rhapsody. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec toutes les exigences à l'intérieur et on peut refaire la traçabilité au sein de l'outil Rhapsody, qui est elle-même récupérée dans l'outil Rectify pour calculer les différentes métriques. L'autre exemple, c'est avec l'outil Simulink. De base, l'outil Simulink propose une toolbox, Simulink Requirement Toolbox, qui permet de récupérer différentes exigences, principalement de documents en Word ou Excel, mais pour éviter ces documents intermédiaires, on peut installer le plugin pour Rectify et du coup, en sélectionnant dans l'outil Rectify l'exigence qui va bien, on peut l'importer directement dans nos modèles sans avoir à créer des fichiers intermédiaires. Un autre exemple pour VectorCast, idem, on a un plugin dans VectorCast qui est également compatible avec Rectify pour réimporter toutes les exigences. Et dans ce cas-là, pour chaque test unitaire, on a juste à double-cliquer sur l'exigence pour l'associer. L'autre partie qui est primordiale, c'est toute la génération de rapports. Alors, déjà, de base, Rectify propose des rapports standards qui peuvent être générés sur Word, Excel, HTML, mais la force, c'est surtout de pouvoir les paramétrer et les customiser pour notre modèle de traçabilité spécifique. Tous ces rapports peuvent également être générés en ligne de commande pour l'intégrer dans la CI ou autre. Donc, quelques exemples de rapports, on a tout l'aspect métrique, donc notamment est-ce que toutes les exigences sont acceptées, est-ce que toutes les exigences sont testées, avec un des buts est d'avoir toutes les métriques à 100%. L'autre type de rapport que l'on va générer, c'est une vue avec toutes les exigences et récupérer tous les attributs et toutes les allocations, notamment à l'association à la release et la priorisation des exigences. On retrouve l'association à différents éléments logiciels et systèmes et toute la partie raffinement, donc à quel niveau elles sont raffinées. Et finalement, l'outil nous permet également de gérer toutes les erreurs, de générer des erreurs. Alors encore une fois, il y a des règles qui sont internes et déjà fournies par l'outil que l'on peut activer ou non, comme on voit sur notre petit graphique ici. Mais on peut également en créer des personnalisés et générer des rapports de ces règles ou même de règles supplémentaires.
C'est un autre exemple de rapport que l'on génère. C'est pour toutes les erreurs de traçabilité. On génère le rapport et on attend une justification, une correction de tous ces erreurs. Finalement, par rapport à notre utilisation de l'outil Rectify, comme tout outil, ça a des avantages et des désavantages. Les principaux avantages, c'est que il y a énormément d'interfaces avec beaucoup d'outils. Tous les outils que l'on utilise actuellement sont couverts par l'outil Rectify. Également, une des forces qu'on a trouvées avec l'outil, c'est que ça permet de générer un projet template avec un modèle de traçabilité qui sera donc commun entre chacun des projets. Également, pour tout ce qui est récupération des exigences, ce sera commun entre chacun des projets, qui permet donc une homogénéisation des projets et du modèle de traçabilité et éviter les dérives. Également, le point fort, c'est comme on a vu précédemment, c'est toute la partie paramétrable, à la fois pour le filtrage et les rapports, qui permettent de répondre à nos besoins spécifiques. Par contre, en effet, on est dépendant de l'éditeur de cet outil. Si jamais il y a une interface qui doit être rajoutée, modifiée à cause d'une nouvelle version d'outil, ou corrigée parce qu'il y a un problème, dans ce cas-là, il faut passer par le support avec généralement 2 releases par an, avec des patchs dans le cas d'un problème critique. Il y a besoin aussi d'un certain nombre de connaissances pour pouvoir paramétrer l'outil, à la fois à travers des expressions régulières ou le script de langage OTScript, qui est un petit peu particulier pour l'outil. Et un des problèmes que l'on a rencontrés avec cet outil, c'est que pour qu'il fonctionne, tout est en local sur un ordinateur. Ce qui peut être un petit peu pénalisant dans le cas d'outils comme Doors, ça impose du coup d'avoir le client Doors installé sur chaque ordinateur pour lequel on veut utiliser Rectify. Et typiquement, dans notre cas, c'était interdit par le service informatique. Il a fallu trouver un workaround avec l'utilisation d'un servlet qui a été fourni par Dassault, mais de base, ça ne le permettait pas. Et finalement, maintenant, la tendance est plutôt d'avoir un outil avec une interface web où tout le monde peut accéder en temps direct à toutes les métriques et les résultats sans avoir à les recalculer par soi-même. L'outil Rectify permet ce type d'accès. Par contre, il est extrêmement simplifié, sans fonctionnalité d'édition ni de rechargement des différentes sources. Un petit peu pour l'utilisation de l'outil Rectify. Je vous remercie de votre écoute et si vous avez toute question, n'hésitez pas. Merci beaucoup Christophe, merci beaucoup François. Écoutez, on va passer aux questions. Alors, il n'y a pas beaucoup de questions pour l'instant, donc je fais un appel aux personnes participantes à la présentation de poser des questions dans l'onglet questions, de façon à ce qu'on puisse évidemment avancer. Première question. Quelle est la charge de prise en main de Rectify à partir de 0, sans connaissance après là, pour arriver à un tel suivi? Alors, en effet, comme dit sur la Christophe, juste un truc, Christophe, est-ce que tu peux te mettre en zoom, qu'on te voit un peu plus, que tu es très très loin là, pour nous, voilà. Par rapport à ta caméra. Désolé, je ne peux pas zoomer sur la caméra. Mais... Ah pardon, j'ai rien dit. Voilà. On t'a mis en plein écran déjà. Voilà, je me suis mis en plein écran. Oui, en effet, donc le point principal dans Rectify, c'est la prise en main de tout ce qui est filtrage et rapport. Donc, pour utiliser Rectify, si on utilise les règles de récupération d'exigence et les rapports, dire standards, ça peut aller très vite. Par contre, dès que l'on veut personnaliser, c'est là où il y a une prise en main et un temps d'adaptation nécessaire. Et nous, dans notre entité, ça fait quand même plusieurs années que l'on l'utilise, donc on arrive à faire les modifications et à adapter assez rapidement. Mais oui, la première mise en place et la création de rapports personnalisés peut prendre du temps, en effet. Très bien. Deuxième question, est-ce que Rectify était déjà utilisé dans le cadre de votre société avant la mise en œuvre de la pratique que vous avez présentée, en fait? Alors, il était utilisé par différentes entités. Dans notre entité, ça fait quand même plusieurs années que l'on utilise.
Donc, on est parti, comme beaucoup d'utilisateurs, juste à partir de fichiers Excel. Et on a mis en place cet outil Rectify afin de générer les métriques que l'on voulait. Dans l'exemple de rapport que je vous ai montré, avec toutes les métriques où on veut avoir le 100%. Et on l'a amélioré au fur et à mesure des années, à travers les différents audits, que ce soit SPICE, CMMI. À chaque remontée d'informations ou de critiques, de remarques, on a amélioré les différents rapports et les différents modèles de traçabilité. Donc, ça fait longtemps que l'on l'utilise, mais on a une amélioration continue sur cet outil et les rapports générés. Question suivante. Connaissez-vous des alternatives à Rectify autres que le développement d'un outil spécifique interne, comme vous l'avez évoqué? Pas particulièrement. Après, encore une fois, la tendance est plus à un outil ALM dans lequel on va réimporter toutes les exigences ou avoir des interfaces de serveurs comme le OSLC. C'est un petit peu plus la tendance, puisque le problème de Rectify ou tout outil en local sur l'ordinateur, c'est que du coup, chacun doit régénérer ses métriques, chacun doit recharger toutes les exigences de son côté. Ce qui est un petit peu contraire à la tendance actuellement, où on veut un petit peu dans le sens de la CI, directement avoir les résultats accessibles à tous sans refaire de son côté chacun le travail. Donc, un outil exactement comme Rectify qui fonctionne avec des outils en local, je n'ai pas d'autres exemples. Alors, une question qui n'est pas facile, à mon avis, je ne suis pas certain que vous puissiez répondre, parce que c'est sur les coûts. Quel écart de coût entre Rectify et un autre outil type Polarion? Ce n'est pas du tout le même type d'outil, puisqu'un outil comme Polarion ou DORS, Codebeamer va à la fois avoir la gestion des exigences et de la traçabilité, comme l'outil Rectify, mais également le stockage de toutes les exigences. C'est-à-dire qu'on va écrire les exigences dans cet outil ALM. Donc, l'outil est difficilement comparable. On va dire que Rectify et le prix de la licence n'est pas extrêmement élevé. Par contre, il n'a pas la mise en place d'un serveur, il n'a pas la possibilité d'éditer les exigences. Il va les récupérer, mais on ne pourra pas écrire les exigences, on ne pourra pas non plus baseliner les exigences au sein de Rectify. Donc, c'est difficile de comparer le prix de ces outils puisque le service rendu, la fonctionnalité n'est pas exactement la même. Rectify va juste récupérer les exigences et nous permettre de construire nos rapports, tandis qu'un outil ALM va gérer toute l'édition et la baseline de toutes les exigences. Vraiment, ça va être le stockage et l'interaction sur toutes les exigences. Donc, le coût est différent, mais ce n'est pas un coût à comparer de mon point de vue, parce que ce n'est pas le même service rendu. Très bien. Autre question, comment se passe la synchronisation quid, entre parenthèses, quid, la fréquence et performance des applications amont? Par rapport à... dans nos utilisations, par exemple, la synchronisation d'un module DORS va dépendre du nombre d'exigences, mais même sur un très gros module, on peut filtrer déjà de base pour récupérer que les attributs nécessaires au développement. Et également, si on est dans le domaine logiciel, récupérer que les exigences logicielles. Et ainsi descendre à un temps de synchronisation inférieur à 30 secondes par module, même quand il contient un grand nombre d'exigences. Donc après, tout dépend du nombre de modules que l'on a, le document à récupérer impacte grandement le temps de rafraîchissement. Mais dans tous les cas, on arrive à descendre à un temps inférieur à 30 secondes par module. On peut même intégrer Rectify dans la chaîne d'intégration continue pour générer les rapports, sans problème. Y a-t-il un nombre minimal d'exigences à gérer pour que la mise en œuvre d'une démarche d'ingénierie des exigences vaille la peine? Ça, je peux répondre.
en tant qu'ancien dans la société Valio, effectivement, on a déployé Rectify depuis une quinzaine d'années, on va dire. On avait plus de 1000 exigences à gérer, que ce soit des exigences client, système ou des exigences d'architecture ou de conception. Donc ça correspond à environ à peu près à partir de 300 exigences clients, ça vaut la peine. OK. Quels sont les attributs que vous avez utilisés pour les items System Requirements et quels sont les les liens utilisés sur la branche gauche du cycle en V entre les items? Alors, les attributs, la question des attributs. Donc, l'IREB recommande d'avoir maximum 12 attributs pour chaque exigence. Nous, chez Valio, on en a beaucoup plus, hélas. On va dire qu'il y a 3 ou 4 grands types d'attributs. Il y a des attributs plutôt liés à la priorisation des exigences. Les attributs ensuite qui sont liés à l'acceptance des exigences, que ce soit l'acceptance des différentes parties prenantes. Donc, on a une exigence, on l'accepte, ensuite on la loue à différentes parties prenantes, et les parties prenantes les acceptent. Et ensuite, on a la troisième catégorie qui est la stratégie de vérification de l'exigence, où là, il faut proposer une stratégie de vérification et aussi l'accepter. Peut-être tu peux compléter ma réponse, Christophe. Et après, par rapport aux liens, dans l'outil DORS, on a des liens qui sont de type test, pour toute la partie traçabilité horizontale, et type lien de façon qu'on a appelé Satisfy pour toute la descente. Ensuite, on récupère toutes ces exigences pour, de la même façon, faire une traçabilité en utilisant un type de lien soit Satisfy, soit Implement au sein de l'outil Rhapsody. Donc, que ce soit dans DORS ou dans Rhapsody, on peut nommer le type de lien, mais après, le fonctionnement du lien est identique. C'est juste pour catégoriser, mais généralement, on utilise un nom assez standard, Satisfy pour toute la partie spécification ou Implement pour toute la partie architecture, design et code source. Il reste quelques questions encore. Avez-vous un moyen de suivre les changements d'une exigence de haut niveau vers des exigences de plus bas niveau, entre parenthèses, pour suivre les changements du haut vers le bas? Donc ça, c'est un des points forts aussi de Rectify. On a vu qu'on a cette fenêtre où on a les 3 vues. Donc, dès qu'on a un changement identifié sur une exigence en amont, on va pouvoir, en sélectionnant l'exigence en amont, directement avoir l'impact sur tous les niveaux, si bien spécification ou architecture. Donc, c'est principalement par la vue graphique. Alors, bien sûr, ça peut être fait à travers les rapports en HTML ou Excel, mais la vue graphique dans l'outil lui-même est la façon la plus facile lorsque l'on veut identifier les impacts sur une modification d'exigence. Très bien. Alors, question suivante. Quelles sont les fonctions? Ah, ça a bougé, excusez-moi, je continue. Quelles sont les fonctions des utilisateurs Rectify, des chefs de projet, des ingénieurs techniques? Alors, en fait, je pense que la question, c'est de savoir qui met en place et qui gère le projet Rectify. Alors, à l'heure actuelle, c'est surtout utilisé pour la partie logicielle, même si on récupère toutes les exigences en amont, client système. Du coup, c'est principalement l'architecte logiciel à l'heure actuelle, dans nos équipes, qui est en charge de maintenir et de mettre à jour le projet Rectify. Après, une solution serait également d'avoir un rôle dédié pour toute la partie requirement management. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas dans nos projets. On avoue plutôt à l'architecte. Ça, c'est un choix à faire par chacun. OK. Une image claire vaut 1000 mots. Quel est l'impact d'exigences gérées par le texte et sur les délais du projet? Y a-t-il une synchronisation avec des outils de planification avancés, style PERT, Gantt? Ouais, je peux peut-être. J'ai eu le temps de lire la question avant, parce qu'elle est assez surprenante. Effectivement, on a des outils qui permettent de lier on va dire, pas forcément du PERT ou du Gantt, mais plutôt des tickets. Et les tickets, ensuite, on va les mettre dans nos outils de gestion des sprints en safe. Donc, que ce soit les exigences système ou logicielles. Donc, on a effectivement ce genre de synchronisation entre les exigences qui sont dans DORS
et les tickets qui font partie de nos sprints. Ok, question suivante. Les liens entre les exigences et les cas de test sont-ils faits directement dans Rectify? L'ergonomie de Rectify est-elle appréciée des utilisateurs? Donc, il y a 2 questions. Oui. Pour la première question, alors ça serait possible de faire le lien directement dans Rectify, mais ce n'est pas ce que l'on a mis en place à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on récupère le lien de traçabilité dans les outils directement. Ensuite, Rectify sert surtout à une agglomération et à avoir la consistance de tous ces liens provenant de tous ces outils. Mais les liens sont directement faits dans les outils, que ce soit dans Doors, que ce soit dans Rhapsody ou que ce soit dans l'outil de test. On a vu l'exemple de VectorCast. Le lien est directement fait dans l'outil. Également, pour les frameworks, Robot Framework ou Google Test, on va gérer la traçabilité au sein de ces frameworks. Et Rectify va juste récupérer l'information pour pouvoir l'agglomérer et avoir une vue complète de la traçabilité. On pourrait choisir autrement et faire la traçabilité dans Rectify, mais c'est pas le but initial de Rectify et il y a une plus grosse perte d'informations. Vaut mieux le traiter directement au niveau de l'ingénierie métier, là où c'est réellement fait. Par rapport à l'ergonomie, encore une fois, l'ergonomie dans l'ensemble est appréciée. Après, c'est principalement là où on peut avoir des problèmes, c'est qu'à chaque modification, on doit récupérer, on doit faire une synchronisation et chacun doit la faire. Donc, c'est là où c'est un des points faibles de Rectify. Comme j'ai dit, c'est chacun doit refaire sa synchronisation. Donc, les critiques s'orientent plutôt de ce côté-là. Le fait de devoir sur chaque poste, à chaque utilisateur, reprendre la synchronisation des différentes exigences. Sur l'ergonomie en tant que telle, pas de grosses critiques. Ouais, je vais peut-être temporiser un petit peu ta réponse et répondre en même temps à Jean-Marc sur quels sont les plus grands métiers utilisateurs dans le cycle de vie. Effectivement, quand c'est les managers comme moi qui utilisent Rectify, on ne va pas aller dans Rectify. C'est pas forcément assez intuitif. On va plutôt utiliser les capacités de Rectify à générer des rapports synthétiques. Mais en revanche, pour les développeurs, pour les designers, effectivement, ça reste un outil qui est utilisé pour naviguer dans les documents. Et là, c'est assez pratique. Ah, il nous reste 2 questions à peu près. Comment contrôlez-vous le respect de vos règles que vous êtes fixées sur la traçabilité au niveau de vos projets? Donc là, pour vérifier, il y a 2 façons. Il y a les métriques que l'on a mis en place et également le rapport d'erreur. Donc on a des erreurs personnalisées qui permettent de vérifier un certain nombre de critères. Après, tous les critères ne sont pas forcément vérifiables de façon automatique. Donc, en plus de ça, il y a toute la partie revue, relecture des exigences et de la traçabilité à chaque niveau. Mais dès qu'on arrive à automatiser un critère, on va le mettre à travers des rapports d'erreur pour imposer la justification et la correction à chacun de nos utilisateurs. Très bien, je pensais qu'il restait une question, mais non, on a répondu à toutes les questions a priori. Donc je vais remercier grandement aussi bien François-Xavier que Christophe pour cette magnifique présentation, très belle présentation de l'organisation qu'ils mettent en place chez Valeo pour suivre et gérer les exigences au travers de leur projet. Je vais demander tout doucement également à Élodie Bernard de monter sur scène, si elle n'est pas très loin, on est un petit peu en avance, mais le temps de la présenter. Ça nous permettra de commencer à 12h30 exactement. Merci encore à François, merci encore à Christophe. Merci. Et nous allons passer à la deuxième présentation tranquillement. J'attends qu'Élodie monte, c'est transparent. Merci à vous encore.